Bonjour, moi c'est Aurélie et aujourd'hui je vous emmène au cœur d'une affaire criminelle au dénouement hors du commun. Le 22 mai 2010, Julie Kibuishi a été retrouvée morte dans la chambre de Sam Eure. On lui a tiré 2 balles dans la tête. Quelqu'un a écrit au dos de son pull « All yours, F you ». En gros, je vous enquiquine tous en beaucoup plus vulgaire. Et Sam est introuvable. Sam Eliezer Sam Eure, né le 29 mai 1983 en Californie. Il est fils unique et il est très proche de ses parents, Steve et Rachel Eure. C'est un vétéran de la guerre d'Afghanistan qui s'efforce d'obtenir un diplôme universitaire afin de pouvoir se réengager dans l'armée américaine et devenir officier. Julie Kibuishi, dit Julie, est née le 14 février 1987 en Californie. Elle est la 3e fille des 4 enfants de June et Massa. C'est une danseuse pétillante d'Irvine qui aimait la musique et qui était également créatrice de mode avec son propre style. Sam et Julie se rencontrent en classe d'anthropologie à l'Orange Coast College. Julie donne des cours particuliers d'anthropologie à Sam et deviennent très bons amis. Le 22 mai 2010, Steve Eure n'arrive pas à joindre son fils au téléphone depuis la veille. Il décide donc de se rendre en voiture à l'appartement du jeune homme à Costa Mesa. Steve dira « J'avais la clé de son appartement. Je suis entré, il avait l'air propre. Tout allait bien, puis j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre à coucher. Et c'est là que j'ai vu un corps. » Le vendredi 21 mai 2010, après avoir rencontré son frère pour un dîner à Long Beach, en Californie, Julie a soudainement disparu. Sa maman n'arrive pas à la joindre, ses amis lui envoient des SMS après SMS, mais aucune réponse. « Ce genre de choses n'arrive jamais à ma fille », a-t-elle déclaré. Compte tenu des circonstances, la police estime que Sam est un suspect. Ses amis et sa famille pensent le contraire. Sam, un ancien soldat de l'armée, et Julie sont considérés comme de très grands amis. Les détectives Ed Everett, Mike Cohen et José Morales ont pris une affaire lacée de mystère, à commencer par cette obscénité griffonnée dans le dos de la jeune femme. Peut-être était-ce un triangle amoureux, les pièces du puzzle en tout cas ne s'assemblent pas encore. Le détective Cohen doit maintenant annoncer la nouvelle aux parents de Julie. Ils ont retrouvé leur fille, mais elle a été assassinée. Les parents sont évidemment effondrés. D'après June, sa fille chantait, dansait tout le temps à la maison. Elle a toujours pris soin de ses amis, elle va énormément leur manquer. Il n'en reste pas moins que Julie, que sa mère appelle affectueusement la gaffeuse, a été tuée par balle et peut être abusée dans l'appartement de Sam, puisque son pantalon a été découpé. Et les enquêteurs sont sur le point de faire une autre découverte. L'inspecteur Everett découvre alors que Sam a déjà été impliqué dans un homicide auparavant. Il a été arrêté et accusé de meurtre lorsqu'il avait 18 ans, en se mêlant à une bande de voyous. Une personne a été tuée, assassinée, puis une autre personne a été tuée en représailles. Sam, parmi 23 autres personnes, a été accusé d'y avoir participé, explique son père. Lorsqu'il est passé devant le tribunal, il a été acquitté, il a été exonéré, et c'est tout. Mais pour les forces de l'ordre, le passé de Sam confirme tous leurs soupçons. Sam est leur tueur. Et lorsque les policiers vérifient le téléphone portable de Julie, il est rempli de messages de Sam, la suppliant de venir chez lui. Miles Falls a rencontré Sam alors qu'il était en train de changer de vie, laissant derrière lui ses mauvais choix, se battant pour son pays, s'engageant dans l'armée et se déployant en Afghanistan. « Nous étions tous deux stationnés dans une base au milieu de nulle part, il était mon meilleur ami », raconte-t-il. Miles et Sam parcouraient le monde ensemble. Sam trouvait toujours les hôtels les moins chers, économisant toujours son argent. Ils sont allés à Ibiza, à Prague, à Munich. Il voulait toujours partir, mais il était radin, d'après son ami. Interrogé sur ce que Sam faisait de son argent, son père a répondu qu'il économisait chaque centime. Il avait plus de 60 000 $ de côté grâce à son travail en Afghanistan. Une fois la guerre terminée, les meilleurs amis sont rentrés chez eux, en Californie du Sud, où Sam a partagé son univers avec Miles. Ce dernier a même rencontré Julie et atteste qu'ils étaient comme frères et sœurs. Les parents de Sam ont rencontré Julie une fois et disent d'elle qu'elle était un ange, qu'elle était très très gentille. Concernant Sam, ils le décrivent comme un garçon qui aime s'amuser, un gars typique. Mais la police est certaine que les parents et les amis ne connaissent pas la sombre vérité sur Sam. Le détective Cohen veut à présent retrouver Sam au plus vite, mais il n'y a aucune activité sur son téléphone, il pense qu'il est éteint. Les policiers ne sont pas les seuls à s'occuper de cette affaire. Steve a consulté le compte bancaire de son fils.
De l'argent est retiré tous les jours d'un distributeur à Long Beach en Californie, ainsi que dans une pizzeria nommée Ecos. Le père décide donc de s'y rendre en voiture pour voir s'il ne croiserait pas la route de son fils, mais il ne l'a jamais croisé. Miles est également parti à sa recherche, mais rien non plus. Les deux sont en tout cas persuadés qu'ils n'auraient jamais pu tuer Julie. Épuisés, assis à la table de la cuisine après minuit, Steve et Rachel commencent à appeler les amis de Sam, dont l'un d'eux leur donne le numéro d'une personne dont ils n'avaient jamais entendu parler, Daniel Wozniak. C'était le seul numéro qu'ils avaient avec un indicatif régional de Long Beach. Et l'argent était retiré où? À Long Beach. Daniel Patrick Wozniak est né le 23 mars 1984 à Long Beach, en Californie. C'est un acteur de théâtre communautaire au chômage. Il est le voisin et ami de Sam. Il va se marier dans quelques jours avec sa fiancée Rachel Buffett. Julie est morte et Sam est introuvable. Les enquêteurs de la police sillonnent le comté d'Orange. La maman de Julie, June, pense que Sam a tué sa fille et s'est enfui. Mais la mère de Sam, elle, pense qu'il a été kidnappé pour une rançon. Pendant ce temps, Steve compose le numéro de Long Beach que l'un des amis de Sam a mentionné. Daniel Wozniak répond à l'appel. Il a l'air nerveux et il dit à Steve que Sam a de très gros problèmes familiaux en ce moment. Ce qui interloque le père, sachant les liens qui les unissent tous les trois, tout va bien. Cet homme-là lui semble quand même suspect. Après enquête, Everett se rend compte que ce n'est pas Sam qui retire l'argent au distributeur de billets, mais un jeune homme blanc de 17 à 20 ans avec une casquette de baseball. Ce jeune homme de 17 ans, Wesley Frelich, a rencontré Daniel Wozniak au théâtre lorsqu'il était au collège. Lui aussi acteur, sa mère est professeure de théâtre, est tombé sur le charme de ce garçon soi-disant fantastique qui fait rire et qui de plus est d'une extrême gentillesse. Everett et son équipe se rendent à la pizzeria avec 2 voitures de police, une camionnette du FBI et un hélicoptère, rien que ça. Wesley est en train de finir sa pizza quand les policiers lui demandent de se mettre à terre et l'arrêtent. Secoué et effrayé, Wesley raconte tout aux enquêteurs au sujet de Daniel Wozniak. Il dit à Wesley qu'il peut gagner rapidement de l'argent en utilisant une carte bancaire, même si le nom sur la carte est Sam Hur. Après ses aveux, la police débarque à l'enterrement de vie de garçon de Daniel. Il semble surpris et nerveux de voir la police, il déclare qu'il va tout leur dire, et les enquêteurs pensent que Daniel va les mener à Sam. Le mariage de Daniel semblait devoir être reporté. Daniel dit aux enquêteurs qu'il parlera de tout s'ils le laissent se marier vendredi. Évidemment, Everett n'accepte pas. Convaincu que Daniel couvre en quelque sorte Sam, il est accusé d'être complice du meurtre de Julie. Daniel dit d'abord aux inspecteurs qu'il a vu Sam le jour où Julie a été assassinée. Et selon lui, Sam est parti avec un homme mystérieux portant un chapeau. Mais après quelques coups de pression des enquêteurs, l'homme avoue qu'il n'y avait pas d'homme portant un chapeau, mais que c'était lui. L'enquêteur demande alors à Daniel s'il a vu Julie morte dans l'appartement, mais il nie l'avoir vue et qu'il ne sait même pas quand elle est morte. Sous les projecteurs, l'acteur accentue le drame en disant aux inspecteurs que Sam lui aurait avoué, alors qu'ils étaient sur l'autoroute, qu'il avait fait quelque chose de mal. Il aurait tiré sur quelqu'un dans son appartement et la personne serait morte. Ensuite, Sam l'aurait menacé de mort s'il parlait. Donc, d'après Daniel, l'histoire serait: Sam est un tueur en cavale qui cherche désespérément de l'argent, Wesley a fait les retraits, et Daniel, en échange de son silence, a pris une partie de l'argent de Sam. Le procureur Matt Murphy a finalement été chargé de mettre tous les morceaux ensemble dans cette affaire. En ce qui concerne les cas que j'ai traités, c'est plus laid et plus pitoyable et plus horrible que tout ce que j'ai jamais vu, déclare Murphy. Il est presque 2 heures du matin, 4 heures après avoir été arrêté en tant que complice, et Daniel insiste toujours pour dire qu'il ne sait pas où se trouve Sam. Parfois chuchotant, parfois criant, Daniel s'en est tenu au script. Il a déposé Sam et s'attendait à l'entendre bientôt. Le soupçonnant de mentir, les inspecteurs montent la température et plus ils poussent, plus l'histoire de Daniel change. Il est passé de « je ne suis jamais entré dans l'appartement de Sam » à « il est descendu et a dit « aidez-moi, j'ai monté les escaliers et oui, j'ai vu le corps ». C'est ce que vous voulez entendre ? Wozniak commet sa plus grosse erreur jusqu'à présent, puisqu'il ajoute qu'il a vu 2 coups de feu dans la tête de la jeune femme.
C'est cette déclaration qui a placé Daniel dans une toute nouvelle catégorie, suspect numéro 1. Effectivement, il ne pouvait pas avoir vu les trous de balles à l'arrière de sa tête, puisqu'on ne voyait que de la matière cérébrale. Les enquêteurs pensent maintenant qu'il en sait beaucoup plus que ce qu'il veut bien dire, mais ils ne savent toujours pas quoi. Ils décident de faire venir Rachel pour voir si elle peut leur en dire plus. Rachel Buffett réagit à peine en apprenant que l'homme qu'elle doit épouser le lendemain est en état d'arrestation pour avoir couvert un meurtre et que son mariage est annulé. Plus tard, lorsque les deux se parlent au cours d'un appel téléphonique enregistré de la prison, il est clair qu'elle sait au moins une chose. Daniel a donné un sac à dos à son frère, Tim, pour le jeter. Dans cette conversation, Rachel dit à Daniel que Tim a des preuves. Il lui répond qu'il va s'en aller sans jamais revoir ses proches, qu'il est condamné. Et la police retrouve ce sac à dos. Effectivement, Daniel va être condamné. Ils y trouvent les douilles de meurtre de Julie, le portefeuille de Sam, la carte d'identité de Sam, le chéquier, les vêtements ensanglantés, et Daniel sait qu'il est fini. Cet après-midi-là, Daniel fait savoir aux inspecteurs qu'il veut parler. You said you wanted to talk to me. What's going on? I'm crazy and I did it. You did what? I killed Julie and I killed Sam. Okay. Les inspecteurs ne peuvent pas croire ce qu'ils entendent. Sam, l'homme qui pense être le meurtrier de Julie, est mort. C'est une autre victime dans le plan tordu de Daniel. Dans un ton froid et factuel, Daniel dit aux inspecteurs où trouver Sam, du moins des morceaux de lui. Après avoir abattu le héros de guerre, Daniel l'a démembré avec une hache et une scie, puis il a jeté des parties du corps de Sam dans un parc, sans même se soucier de l'enterrer. C'est là que les inspecteurs contactent Steve et Rachel pour les informer du décès de Sam. Rachel se précipite dans sa chambre et elle est complètement abattue, qu'ils ne sauraient pas. Les détectives ne racontent pas aux parents endeuillés les détails macabres du meurtre de leur fils, ils le feront le lendemain. La police retrouve toutes les parties du corps de Sam, sauf sa main et sa tête. Sympa. Le samedi suivant, c'est l'anniversaire de Sam. Son père prie pour qu'il trouve la tête de Sam. Et effectivement, elle sera retrouvée dans le parc sous des feuilles éparses. Sa main n'a jamais été retrouvée. Et il reçoit un enterrement de héros avec les honneurs militaires. Le meurtrier présumé de Sam, Daniel, est immédiatement inculpé de 2 meurtres au premier degré. Le frère de Daniel, Tim, et Rachel sont également arrêtés. Non pas pour meurtre, mais pour complicité après les faits. Tim Wozniak pour avoir caché le sac à dos, et Rachel pour mensonge, soit pour protéger Daniel ou pour couvrir ses propres traces. Les enquêteurs pensent que Rachel était au courant avant que les meurtres se produisent. Dans l'attente de son procès, Rachel, à ce moment-là sortie sous caution, apparaît dans Dr. Phil, une émission de télé américaine, et dit à tout le monde qu'elle ne sait rien. Mais Stever ne veut pas laisser Buffett passer à la télévision nationale sans l'affronter. Wounds here, and you understand why this man is hurting. He hasn't gotten justice for his son yet. How do you feel about what happened to his son? It breaks my heart, and I didn't know him and wasn't even close to him. And I watch you watch it, and you seem to have no reaction at all. It's absolutely horrific. But I think, I know that I'm not the main victim. Sam and Julie are the main victims. And then I think even secondary would be their families. I'm after all that. I realize that. And that's why I didn't want to come out in the limelight before, 2.5 years ago. I tried to keep it to myself and tried to work through it and try and do my own little healing process or whatever. But because of how much these people are hurting and they think that I had anything to do with that, it's bringing up a lot of pain for me. And I guess that's why I don't want to wait for it to go through court. I'm so happy that it will, so they can see that I had nothing to do with it. But I want some sort of healing, or at least for them to just know that I didn't have anything to do with their pain before that. Do you believe she belongs in prison? Yes. Yes, I do. And if she truly feels for the family, I would appreciate her stopping trying to get other I'd appreciate if she doesn't give any more interviews until the courts. In my estimation, what I've read about is that my belief is you're lying and
you're covering it up. But we will find out in court. Le visage que Daniel présente au monde, un acteur qui aime s'amuser, un gars vraiment sympa, ce n'est pas du tout lui. Le vrai visage de Daniel est sombre et manipulateur et un mal à toute épreuve. Un homme si diabolique qu'il a planifié et exécuté 2 meurtres sauvages. Pourquoi? Accrochez-vous. Pour payer sa lune de miel. Il a dit c'était juste pour l'argent, voilà tout. Désespéré d'impressionner sa fiancée, le futur marié se tourna vers son ami et voisin Sam Herr, qu'il savait avoir économisé tout cet argent en tant que soldat. Daniel dit à la police qu'il a attiré Sam dans le grenier du théâtre en prétendant avoir besoin d'aide pour déplacer quelque chose. Sam étant Sam, il aimait aider les gens, mais il était aussi très naïf, dira sa maman Raquel. Il fait suffisamment confiance à Daniel pour lui tourner le dos. C'est là que l'acteur lui tire dessus une première fois, mais il survit. Il dit « J'ai besoin d'aide, quelque chose m'a frappé, ça sonnait comme un choc électrique ». Il recharge alors l'arme et tire de nouveau sur Sam. Ensuite, Daniel vole le téléphone et les cartes de crédit de Sam, puis il laisse son corps dans le grenier. Il part jouer son rôle principal dans Nine cette nuit-là. Kara Kessner, metteur en scène, dira « Il a fait du bon travail, il était bon ». Aberrant. Après la représentation, vers 22h30 le vendredi, Daniel et Rachel, qui jouent la pièce avec lui, retournent à leur appartement. Ensuite, il prend le téléphone de Sam pour envoyer des textos à Julie en se faisant passer pour lui. Son plan machiavélique passe à l'étape suivante. Julie, portant le diadème qu'elle doit porter au mariage de son frère, se rend chez Sam vers minuit. Daniel apparaît et ouvre la porte. Elle le suit. Il lui demande « Au fait, tu as vu ce qu'il y a dans le lit de Sam ?» Elle répond « Quoi ?» Il la conduit dans la chambre. Il dit alors « Penche-toi et regarde là !» Il dégaine son arme et tire 2 balles dans la tête de la jeune femme lorsqu'elle se penche. Il écrit ensuite la phrase obscène dans le dos du pull de la jeune femme et lui découpe son pantalon. Il veut piéger Sam. Il veut le faire passer pour un bip et un tueur afin que la police le cherche. D'après le procureur, l'homme n'a pas de cœur, il n'a pas d'âme et il aime l'idée d'être intelligent. Bon, il faut voir ce que c'est l'intelligence dans ce cas-là. Son plan démoniaque ne s'est pas arrêté là. Le lendemain matin, samedi, il retourne au théâtre où Sam est mort et commence l'œuvre du diable en déchiquetant son corps, un acte qu'il trouve drôle. Il dit aux enquêteurs « En fait, je rigolais, je souriais, j'ai atteint un point où je ne pouvais même pas croire que je faisais ça. Le mec est simplement taré. » Ce crime est si odieux que selon le procureur, il mérite la peine de mort. Mais l'équipe de défense de Daniel n'a pas cédé. En dépit de ses aveux à la police, Daniel plaide non coupable. Il faudra 5 ans et demi pour aller au procès. Les familles blâment l'avocat de la défense Scott Saunders pour avoir déposé de nombreuses motions accusant les procureurs et le shérif d'avoir mal utilisé des informateurs pour obtenir des preuves accablantes contre son client, même si le procureur Matt Murphy a dit au tribunal qu'il n'allait présenter aucune preuve d'un informateur lors du procès de Daniel. Pendant que les familles attendent, Daniel profite au maximum de sa nouvelle célébrité en apparaissant dans l'émission Lock Up. Le procureur dira « Pendant 5 ans et demi, j'ai regardé cet homme entrer dans le tribunal portant une combinaison orange, se précipitant avec un sourire sur le visage. » En décembre 2015, enfin, le procureur Murphy déclare « Sam Herr et Julie Kibuishi. Daniel les a tués tous les deux. Et mesdames et messieurs, nous allons avoir une phase de pénalité. Daniel a été jugé pour le double meurtre de Julie et Sam. S'il est reconnu coupable, un jury pourra le condamner à mort. » Murphy présente les preuves peignant un portrait effrayant d'un tueur sans conscience. Il y a des recherches Google dans son ordinateur, comment cacher un corps, moyen rapide de tuer les gens, et Sundance Resort. C'est un centre de vacances de luxe, certainement pour la lune de miel. C'est un gars qui prévoit de tuer 2 êtres humains pour avoir une lune de miel géniale au Mexique. Normal. Puis il y a les preuves physiques, l'arme qu'il a volée à son propre père pour tuer ses victimes, et ce sac à dos bourré de preuves qu'il présente au jury. L'accusation fait comparaître 23 témoins en 4 jours, dont Wesley Frelich, qui a été arrêté mais n'a jamais été inculpé pour son rôle dans le complot de Daniel.
Il aurait même raconté après le procès que Daniel était troublant, que cet homme qui avait froidement abattu 2 personnes lui souriait pendant le procès. Et la défense refuse de présenter des témoins. Après un procès de 5 jours, le sort de Daniel est entre les mains du jury. Après maintenant 5 ans et demi d'attente, le jury n'a besoin que de 2 heures pour parvenir à une décision unanime. Daniel Wozniak reste sans émotion lorsque le jury le reconnaît coupable des meurtres de Sam Hur et Julie Kibuishi. Le verdict est un soulagement, mais pas suffisant pour les familles qui espèrent la peine de mort. À peine 2 semaines plus tard, les mêmes jurés sont de retour dans la même salle d'audience pour ce qu'on appelle l'étape des peines. Ils doivent déterminer si Wozniak doit être condamné à la prison à vie ou à la peine de mort. Le procureur Matt Murphy veut amener les familles à la barre des témoins afin que le jury puisse comprendre leur douleur. 6 personnes témoignent au nom de Sam et Julie, mais aucun des membres de la famille de Wozniak n'est jamais venu le soutenir. L'avocat de la défense de Daniel, Scott Sanders, tente de rejeter le blâme sur Rachel, son ancienne fiancée. Il déclare « Vous verrez très bientôt qu'elle est la plus intelligente des 2 et de loin. Mais rappelez-vous, elle n'a pas été accusée de commettre ou de planifier les meurtres, seulement comme complice. » Leur stratégie est d'essayer évidemment d'attirer l'attention loin de Daniel et de ce qu'il a fait. Il faut 1 semaine avant que l'affaire ne retourne devant le jury. À la surprise de tous, le jury revient rapidement, un peu plus d'1 heure. Le greffier de la cour. Nous, le jury et l'action en justice ci-dessus, déterminons que la peine à infliger au défendeur Daniel Patrick Wozniak est la mort. Mais avant que le juge puisse condamner officiellement Wozniak, Sanders a demandé plus de temps pour explorer la question des informateurs et plaider contre la peine de mort. Ça commence à devenir un petit peu long le procès là, j'imagine, pour les familles. Il faudra encore 8 mois avant que les familles aient enfin la chance de s'adresser au tribunal et à l'homme qui a assassiné leurs enfants. Steve est entouré d'anciens combattants qui ont servi avec Sam. Toi, Daniel, tu es un lâche et un exemple de la nécessité d'une peine de mort effective en Californie. Mon seul regret, que cet État ne me laisse pas tuer moi-même ce lâche. Merci. Ensuite, c'est au tour de la mère de Julie. Tu lui as pris sa précieuse vie, et puis tu l'as déshonorée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Comment as-tu pu faire ça, mon bébé? Le juge Conley s'est alors tourné vers Daniel Wozniak et a lu sa décision. C'est l'ordre de ce tribunal que vous soyez condamné à mort. Enfin, justice est rendue pour Julie et Sam. Mais les familles ont estimé qu'il y avait plus à faire. Il faudra attendre 2 ans après que Daniel ait été condamné à mort pour que son ex-fiancée Rachel Buffett soit présentée face à un juge et à un jury pour avoir menti à la police. Rachel est accusée de complicité pour avoir tenté d'aider son fiancé à échapper à la justice. Rappelez-vous comment Daniel a d'abord dit à la police qu'il avait vu Sam le jour du meurtre en voiture avec un homme mystérieux au chapeau noir. Bizarrement, Rachel a dit le même mensonge à la police. Buffett a fait écho au mensonge de Wozniak selon lequel Sam avait des problèmes avec sa famille. Elle a affirmé que Sam lui en avait parlé, ce qui est totalement improbable. Mais l'avocat de la défense, Dave Medina, soutient que Buffett est une autre victime de Daniel. Ça n'a pas vraiment marché parce qu'elle a été condamnée le jeudi 8 novembre 2018 à 32 mois de prison. Les familles Hur et Kibuishi seront pour toujours liées, se souvenant toujours, sans jamais oublier leurs beaux enfants, Sam et Julie. Voilà, j'espère que cette histoire de crime vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les publier. Pensez à vous abonner et à mettre un petit j'aime, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à très vite pour une autre histoire.